un master qui s'adresse plutôt à ceux qui veulent entrer rapidement dans la vie professionnelle, avec une précision, c'est que en droit de l'entreprise, au niveau de l'emploi, vous avez plusieurs branches, bien sûr. Vous pouvez faire du droit commercial, du droit fiscal, du droit des sociétés, vous pouvez faire du droit du travail, du droit social. Je précise quand même que le droit social est pourvoyeur d'emploi. En matière d'emploi, les bons, c'est nous. On donne du travail à nos étudiants. À la sortie du Master 2, il y a vraiment des possibilités. Et même, je dois le dire, il y a des entreprises qui nous recrutent nos étudiants à la sortie du Master 1 pour ce fameux contrat de professionnalisation et cette formation en alternance. Et un bon nombre, d'ailleurs, les recrutent définitivement à la sortie du Master 2 en disant, bon, bah, vous étiez en contrat de professionnalisation jusqu'à présent, vous étiez étudiant, maintenant vous ne l'êtes plus et on vous recrute définitivement, généralement par un CDI à temps complet en qualité de juriste des ressources humaines. Voilà un petit peu l'idée. Alors, la question qui se pose dans l'immédiat, c'est surtout la sélection, évidemment. On nous a demandé d'insister tout particulièrement sur le fait que à Bordeaux, vous pouvez faire 2 choix de Master 1 en sortant de la licence 3 et que ces choix sont non liés parce que vous choisissiez choix 1, choix 2, tel ou tel master, ça n'a pas d'incidence parce que les procédures sont parallèles et les commissions de sélection statuent sur les dossiers, sur la plateforme informatique de manière tout à fait indépendante et on n'a pas les résultats des autres commissions au moment où on statue sur votre dossier. On ne le voit pas, c'est opaque. Il faut le préciser parce que dans d'autres universités où vous pourriez candidater, c'est différent. Il y a d'autres facs où vous pouvez faire davantage de choix, où parfois les choix sont hiérarchisés. Chez nous, ça a été fait comme ça. 2 choix de Master 1, donc par étudiant, non hiérarchisés. S'agissant des critères de sélection, alors je dois dire que, évidemment, en ce qui me concerne, je suis sensible au dossier qui montre que l'étudiant a au moins choisi le droit du travail en licence 3, premier, second semestre, avec les travaux dirigés. Et bien entendu, on regarde les notes obtenues dans cette matière, en TD, et puis aux examens écrits. Ça, c'est important pour nous, évidemment. Et puis, naturellement, nous regardons l'ensemble du cursus parce que, bon, il peut arriver qu'on ait un accident à une épreuve ou qu'on ne soit pas en forme. Bon, bref, tout peut arriver. Et donc, en ce qui me concerne, je regarde tout particulièrement le dossier de notes depuis la première année, ce qui permet quand même d'avoir une vue d'ensemble et de se faire une idée à peu près générale sur la qualité des candidats. Voilà à peu près comment ça se passe. La sélection est peut-être moins sévère que ce qu'on a pu connaître par le passé. J'ai les chiffres sous les yeux pour 2020-2021 seulement. Je n'ai pas les chiffres de l'année dernière. Mais en Master 1 DERS, nous avons eu 73 candidats pour 25 places, ce qui est, à mon avis, correct, qui est un niveau de sélection peut-être nettement inférieur à ce qui se passe au niveau de l'ensemble des Master 1 de droit social, où il y a, me semble-t-il, 80 places, et il y a eu, cette même année, 2020-2021, 598 candidats. Donc le taux de sélectivité est quand même assez correct, me semble-t-il. En revanche, ce qui est évidemment difficile pour vous, on en est conscient, c'est de faire des choix dès la 3e année pour vous engager sur un master qui va durer 2 ans pour la suite de vos études. Bon, ça, on est tout à fait conscient de la chose. Et il peut arriver, me semble-t-il, qu'on puisse changer un petit peu de parcours en cours de route dans des cas vraiment tout à fait justifiés, mais qui restent, il faut bien le reconnaître, exceptionnels. Voilà ce que je peux dire dans l'ensemble sur ce parcours. Naturellement, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions aujourd'hui, puis je ne sais pas si tout le monde est là, éventuellement par email dans les jours qui suivront.
Merci. Merci François. Ce qu'on peut faire peut-être, je vais présenter le parcours des RTE, puis on ouvrira ensuite une session de questions et je te relayerai les questions parce que je doute que tu puisses les entendre depuis l'amphi. Je souscris à la plupart des propos qui ont été présentés par M. Petit et qui s'appliquent également au master droit des relations de travail en entreprise. S'agissant de l'insertion professionnelle, c'est un master, un parcours qui a 100% d'insertion professionnelle à 2 ans. Et encore, il faudrait compter là-dedans le fait qu'un certain nombre d'étudiants s'inscrivent à l'IEJ, ce qui évidemment fait que si on regardait, s'il n'y avait pas l'IEJ, c'est beaucoup plus tôt. Hein. Tous mes étudiants, chaque année, trouvent un travail assez rapidement. Très souvent dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur stage, je vais y revenir, dans des métiers assez variés, hein, puisque nous avons des étudiants qui deviennent avocats, bien sûr, nous avons des étudiants qui se dirigent vers les métiers de l'inspection du travail, des métiers des ressources humaines et évidemment des métiers de juriste d'entreprise spécialisés en droit social. C'est l'essentiel des profils, dirais-je, professionnels qui sont embrassés après les parcours. Je pense que c'est d'ailleurs assez similaire pour les devenir professionnels dans le parcours droit de l'emploi et des relations sociales. Comme pour le parcours DERS, en première année du parcours des RTE, les programmes sont assez similaires pour tous les étudiants donc, de première année de master droit social, un tout petit peu plus peut-être de sécurité sociale. Une particularité aussi dans le master DRTE, c'est que dès la première année de master, et ça montera beaucoup en puissance dans la deuxième année de master, vous serez impliqué dans les activités de la clinique du droit, qui sont assez variées, hein, un service d'information juridique, de la recherche-action sur le terrain avec des organismes qui confient aux étudiants des projets de travaux, des interventions dans des établissements scolaires, un certain nombre comme ça d'activités qui sont pleinement associées au parcours des RTE et qui, à mon sens, en font un peu la particularité, c'est-à-dire une part importante de vos études par application du droit. Jusqu'à présent, vous avez eu beaucoup le nez dans les livres. On va essayer un petit peu de vous montrer à quoi sert tout ce que vous avez appris, et vous avez appris beaucoup de choses. Sur la deuxième année donc, du parcours DRTE, l'année est décomposée en 2 semestres dans lesquels on trouve quelques enseignements magistraux, mais très peu, et puis assez différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup plus interactifs parce que ce sont des petites promotions. Des séminaires qui font intervenir des enseignants-chercheurs, mais aussi et surtout des professionnels du droit, des avocats, des juristes d'entreprise, des personnes qui travaillent dans les RH, des personnes qui travaillent dans l'administration du travail, dans les organismes de sécurité sociale, avec des travaux de groupe. Ça aussi, c'est une compétence sur laquelle j'appuie beaucoup. Je considère que dans le monde professionnel, vous aurez à travailler en équipe, quels que soient les métiers que vous embrasserez la plupart du temps. Et donc, il est vraiment important de vous mettre à travailler en groupe le plus efficacement possible. La deuxième année du parcours DRTE comporte un stage obligatoire d'une durée minimale de 3 mois. En réalité, quand on regarde, les étudiants font plutôt des stages de 5-6 mois. Au-delà, c'est un peu compliqué parce que ça empiète trop sur les enseignements, mais 5 mois, 6 mois, ça colle assez bien. Et là encore, moi, je suis très heureux de constater chaque année qu'une proportion non négligeable des étudiants qui ont réalisé leur stage dans une entreprise ou dans un cabinet sont ensuite recrutés par ces entreprises comme juristes ou dans un service de relations sociales. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Je ne diffère pas de François Petit sur les critères de sélection pour l'entrée dans le master DRTE, c'est-à-dire que bien sûr les résultats académiques sont importants. Bien entendu, le fait d'avoir suivi des cours de droit du travail, c'est tout à fait fondamental, même si ça n'est pas nécessairement dirimant, mais c'est vraiment important. C'est encore mieux si vous avez pu les suivre en travaux dirigés. Je crois que le nombre de dossiers de candidature est plus important en master DRTE, mais il ne faut pas s'y tromper. C'est aussi dû au fait que beaucoup d'étudiants d'autres universités postulent pour ce master, mais traditionnellement, ce sont quand même essentiellement des étudiants bordelais qui intègrent le parcours DRTE parce que tout simplement, il y a des masters de droit social dans les autres universités et que ces étudiants, lorsqu'ils sont pris dans leurs universités, préfèrent aller dans leur université plutôt que de déménager, de venir à Bordeaux. Donc, il y a les places, je ne vais pas dire qu'elles sont pour vous, mais il ne faut pas vous faire de soucis. Il n'y a pas de véritable concurrence importante avec les étudiants des autres universités.
Voilà, je crois à mon tour avoir fait le tour, un peu rapidement évidemment, hein, mais pour vous dire, peut-être pour terminer, qu'il ne faut pas négliger les parcours de droit social pour les avenirs professionnels qu'ils offrent. Véritablement, je ne vais pas citer d'autres disciplines, mais il y a d'autres disciplines dans cette faculté pour lesquelles, quand on sort avec un master, c'est plus difficile de trouver un emploi. Ce n'est pas le cas en droit social. En droit social, vous êtes assuré d'avoir du travail dans 2 ans et demi, plus tôt encore si vous entrez dans le master DERS, puisqu'il y a le contrat de professionnalisation dès le M2. Voilà, j'en ai terminé de mon côté, mais nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous en avez. Dans le chat sur Zoom ou dans l'amphi, si vous le souhaitez. Ne soyez pas timide. Aucune Ça a l'air interrogation? clair pour tout le monde. Tout ça est clair pour vous? Vous n'avez pas d'inquiétude liée à la sélection? Si, peut-être c'est le moment de poser des questions. Alors, enfin, je ne sais pas, hein, c'est comme vous voulez, mais ils sont peut-être pressés de poursuivre le cours qui doit continuer. Je ne sais pas. Il y a des questions. Vas-y. L'entreprise peut être familiale. Alors, la question n'a pas été entendue à temps, François, dans l'amphi. Je vais peut-être la lire. J'ai commencé à regarder pour des alternances ou des stages et j'ai pensé éventuellement intégrer un service de RH dans un hôpital. Est-ce que cela conviendrait? Ah, il y en avait une autre, pardon, avant. Deuxième question, alors on va commencer par la première. Oui. Bonjour, l'entreprise peut-elle être une entreprise familiale? Je t'en prie, François. Merci. Alors, je réponds. Oui, c'est possible. Ce qui compte, c'est qu'on est un employeur sérieux avec des compétences, évidemment. S'il s'agit d'être recruté sous contrat de professionnalisation, vous êtes alternant et il y a quand même un petit contrôle sur les compétences de votre tuteur en entreprise, c'est-à-dire la personne qui vous pilote et qui est censée vous former. Mais bien entendu, c'est tout à fait possible. On peut très bien imaginer que vous soyez recruté par vos parents avocats, par exemple, ou par vos parents ou votre oncle entrepreneur. Voilà. Pour le DRTE, je te laisse répondre. Mais la réponse est strictement identique pour les stages. C'est-à-dire que je regarde un peu les lieux de stage que vous recherchez. Si vous me dites que vous voulez faire un stage dans l'entreprise de votre papa qui est boulanger, je vais peut-être essayer de vous expliquer que ce n'est pas là que vous développerez le mieux vos compétences de juriste. Mais en revanche, évidemment, si le lieu de stage dans l'entreprise familiale est en rapport avec le master, il n'y a aucun problème, bien entendu. Donc, seconde question, stage à l'hôpital ou contrat de professionnalisation à l'hôpital. Sur le principe, moi, ça ne me pose pas de problème, même si je dois dire, je ne suis pas certain que ce soit la formation la plus adéquate. Il y a des formations en droit de la santé qui sont peut-être plus étroitement liées aux questions de fonction publique hospitalière. Mais de mon côté, je ne m'y opposerai pas. Il y a parfois des étudiants qui font des stages dans des administrations et ça peut aussi être tout à fait riche pour des parcours un peu différents. Par exemple, quelqu'un qui voudrait travailler dans un service de ressources humaines ou de ressources sociales dans une clinique plus tard, je pense que ça pourrait lui être précieux d'avoir vu le côté public de la chose. François? Alors moi, je suis très favorable à l'hôpital. Je trouve que c'est très bien. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Et d'une manière générale, je vous engage à chercher aussi du côté des services publics avec une distinction à retenir, c'est que vous ne pouvez pas vous faire engager par une collectivité publique et un établissement public administratif. Par exemple, vous ne pouvez pas vous faire engager par une commune, dans une mairie, par exemple, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez travailler dans un hôpital, à la SNCF, à la Poste, dans les organismes de sécurité sociale, à l'URSSAF d'ailleurs. L'URSSAF il prend des alternants dans une CAF, dans une caisse primaire d'assurance maladie, dans une MSA, dans une fondation ou une association reconnue d'utilité publique. Il ne faut pas l'oublier parce que il y a pas mal d'entreprises privées aussi dans les services publics et bon, il y a plein de travail à faire dans ce domaine des ressources humaines et du droit social. Ça peut être tout à fait intéressant. D'autres questions? Faut-il avoir obligatoirement suivi le droit du travail en matière à travaux dirigés cette année? La réponse, obligatoirement non. C'est préférable, bien sûr, parce que vous aurez de meilleures connaissances en droit du travail, mais ce n'est pas
obligatoire. Tous les ans, nous prenons des dossiers qui sont des bons dossiers d'étudiants qui avaient des notes en oral, en matière orale, en TD, sans avoir suivi des travaux dirigés. Sommes-nous pénalisés par un redoublement en L2 pour la sélection? Je mentirais si je vous dirais que c'est un avantage et un atout d'avoir redoublé en L2 pour la sélection. En revanche, là encore, nous connaissons tous des situations, des parcours de vie, des difficultés temporaires qui peuvent constituer des accidents dans un parcours. Et si le reste du parcours montre que l'étudiant était un étudiant qui avait un bon niveau académique, ça ne posera pas de problème pour intégrer un parcours, bien sûr. Une question. Oui, je relaye ce que dit M. Tourneau, naturellement. Alors, je ne veux pas vous démobiliser en vous disant vous inquiétez pas, on est cool, on vous prendra, même avec des mauvais résultats, des redoublements, des choses comme ça, mais on n'est pas complètement débile non plus. Et moi, j'ai vu pas mal d'étudiants qui s'étaient un peu cherchés au début, la première, la deuxième année, et puis qui ont acquis de la maturité ensuite et qui explosent. Bon, donc ça peut marcher. Et puis, il y a aussi une chose peut-être, alors qui concerne peut-être davantage une formation en alternance comme celle que je propose, c'est que les critères académiques que nous avons, nous, en vous attribuant des notes sur des dissertations, des commentaires d'arrêt, toutes ces choses passionnantes et très formatrices, auxquelles je suis très attaché, mais ces critères académiques, ce n'est pas forcément ceux des entreprises qui vous recrutent ensuite. Elles cherchent d'autres qualités, et c'est normal d'ailleurs. Bon, ce qu'il faut, c'est essayer d'être complémentaire, pas trop se tromper dans ces projets de formation et peut-être de vie, et on est là pour en discuter si vous le souhaitez, bien sûr. Je vais prendre la question suivante de Madame Glaspol. Alors, Madame Glaspol, merci de poser cette question. Je suis content d'ailleurs de voir que vous avez pu nous rejoindre, parce que j'ai vu passer votre mail, mais un petit peu tard. Oui, lorsqu'on est juriste en activité de droit des affaires, qu'on a un peu plus de 40 ans, qu'on souhaite enrichir ses compétences en droit social via un CPF de transition, une intégration en Master 2 est-elle possible? Alors là, vous parlez du Master 2 alors qu'on est censé présenter les Master 1. Moi, ce que je vous propose, c'est de m'écrire. Enfin, vous avez déjà mon adresse email et bon, on pourra en discuter directement. Mais bien sûr, il y a des possibilités. L'université est ouverte, bien sûr. Tout dépend évidemment des compétences que vous pouvez faire valoir pour vos intégrations, sachant que votre projet, ça vous regarde, ça vous intéresse aussi, mais votre projet, c'est une chose, et ce que vous pouvez apporter comme dossier sur vos compétences actuelles, pas l'avenir, mais vos compétences actuelles, c'est une autre chose, et c'est plutôt sur ce deuxième aspect que porte l'examen des commissions d'admission. Donc, n'hésitez pas à me recontacter, et puis on en rediscutera, il y a plein de possibilités. Question suivante. Messieurs, je suis étudiant en L3 à Quimper. Je voudrais savoir si c'est possible au regard du nombre de parcours 4 que contient cette mention de droit social de candidater dans ces deux parcours que vous deux dirigez. Ben oui, c'est possible. Oui. Je ne vois pas ce qui l'empêcherait. Sébastien, tu as une autre idée? Non, je crois que la même règle s'applique aux étudiants bordelais et aux étudiants non bordelais, c'est-à-dire maximum 2 candidatures dans 2 parcours. Donc, si vous choisissez, monsieur, de postuler pour le parcours que dirige monsieur Petit et celui que je dirige, ça fait 2 parcours. Donc, du moment que vous ne postulez pas dans un troisième, je pense que tout va bien. Je ne suis pas sûr de comprendre la question suivante. Est-ce qu'il est envisageable d'intégrer le M2 DRTE en adéquation avec l'école d'avocat? Si cette question est est-ce que le master DRTE prépare bien à une future intégration à l'école des avocats, la réponse est oui. Nous avons d'excellents taux d'intégration, beaucoup d'étudiants qui sortent de nos masters de droit social, mais en particulier, puisque c'est de celui-là que je parle du master DRTE, réussissent l'examen d'entrée à l'école des avocats. Si la question est-il possible de concilier le suivi des études en master DRTE et dans le même temps le suivi du parcours à l'école des avocats, je pense que là, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué en raison du stage obligatoire, en raison du PPI à l'école des avocats qui se concilie assez difficilement avec les exigences des cours et du stage du master DRTE.
Comptez-vous faire des entretiens pour les candidatures? La réponse, c'est, pour ce qui concerne le DRTE, est non. Jusqu'à présent, nous n'en avons pas éprouvé le besoin. Nous arrivons à former des promotions homogènes et de bon niveau sans avoir besoin de vous faire déplacer, dépenser des frais pour faire des frais pour suivre un entretien. Donc, pour l'instant, non, mais je ne pense pas que ce soit dans les projets de François non plus, mais peut-être que je me trompe. Non, pas du tout, parce que je connais des formations un peu similaires aux nôtres qui font passer des entretiens. Alors, c'est tout un raout parce que toute la France se déplace. Et en fait, le seul avantage, c'est que ça fait de la pub au master et peut-être d'ailleurs à son responsable. Mais bon, ça ne va pas beaucoup plus loin, à mon avis. C'est pas parce qu'on passe des journées à auditionner des candidats qu'on fait du bon travail. Bon, on a une possibilité d'entretien, mais uniquement pour les étudiants qui présentent des candidatures et qui sont issus de pays non francophones à l'étranger, parce que ça existe aussi, des gens qui nous écrivent de partout, d'Asie, d'Afrique, pour entrer dans nos formations. Et là, bon, on peut procéder à un entretien pour vérifier la maîtrise de la langue française, mais c'est le seul cas. J'ai Question oublié un mot dans la suivante. question de. Pardon, j'ai oublié un mot dans Voilà, la la question de lettre de Madame motivation. Gaudier sur la lettre de motivation. Oui, mais vas-y, François Ambray. Bah oui, c'est important. Alors, en fait, le problème, c'est que c'est très Ça vous difficile de vous concerne dire tous. Que vous ce qu'est soyez en. c'est très difficile de vous dire ce qu'est une bonne lettre de motivation. Finalement, on y retrouve à peu près toujours la même chose d'un étudiant à l'autre, parce que vous ressemblez quand même beaucoup. L'université vous formate, et vous êtes formaté quand même, enfin on l'est tous, depuis l'enfance, depuis l'école, le collège, le lycée, etc. Donc, bon, mais par contre, une mauvaise lettre de motivation mal écrite, avec 3-4 fautes d'orthographe, là, par contre, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon pour vous. Donc, rédigez votre lettre, mettez-y un peu de vous-même quand même, personnalisez-la un petit peu, mais surtout, faites très attention à la présentation, à la rédaction, ça me paraît vraiment important. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que votre dossier passe à la trappe parce que la lettre de motivation est vraiment impossible à lire ou très mal rédigée ou remplie de fautes. Ça serait vraiment dommage, quoi. Je voudrais ajouter un tout petit mot sur les lettres de motivation. Alors, ça ne va pas concerner les étudiants dans l'amphi, mais plutôt quelques étudiants peut-être sur le chat, pour les étudiants qui viennent d'une autre université et qui souhaiteraient rejoindre l'université de Bordeaux. Je crois qu'il ne faut pas négliger dans vos lettres de motivation de nous expliquer pourquoi vous voulez venir à Bordeaux, et pas seulement parce que nous sommes fiers d'être de très bons enseignants de droit social à Bordeaux, mais il y a sans doute d'autres raisons. Et de nous convaincre que vous allez véritablement venir à Bordeaux, ça peut vraiment être décisif pour nous dans le choix d'une sélection, d'avoir la conviction, après avoir lu votre lettre, que vous viendrez. Est-il pénalisant d'avoir fait un Erasmus en L3? En aucune façon, bien au contraire. Je ne vois pas pourquoi cela pourrait être pénalisant que de s'être ouvert à d'autres cultures, à d'autres systèmes juridiques, d'avoir appris beaucoup d'autres choses. Bien sûr, il vous manquera sans doute quelques connaissances que vous n'aurez pas acquises en L3 à Bordeaux, mais vous aurez appris tant d'autres choses qui compenseront que ce n'est absolument pas un problème, au contraire, d'avoir fait un Erasmus. Alors, j'approuve, tout à fait. Enfin, ce serait quand même paradoxal qu'on vous encourage à partir à l'étranger et qu'on vous sanctionne au retour. Ce serait quand même paradoxal de constater que certains étudiants ont eu le courage de la mobilité au cours des 2 dernières années et qui soient sanctionnés pour ça. Donc, non, il faut pas s'inquiéter là-dessus. Et on est très attentif au dossier Erasmus. Je réponds aussi à la question juste précédente je ne vois pas exactement le nom, mais enfin Jeanne, je pense. D'ailleurs, il y a plusieurs questions très intéressantes. Alors, moyenne type, est-ce qu'il y a une moyenne type concernant les dossiers? Faut-il, par exemple, avoir au-dessus de 12 pour intégrer les masters? Alors, non, enfin, en ce qui me concerne, non, ça n'a jamais été le cas. En réalité, ça varie beaucoup d'une année sur l'autre parce que d'abord, il faut vous dire qu'on a quand même beaucoup de candidats bordelais. Bon. Et la moyenne à l'examen, elle peut varier selon les options, selon les promotions, selon le sujet qui a été donné à l'examen, etc. Donc, évidemment, on s'adapte. Ensuite,
évidemment hors de question de se dire, bon, bah, allez, à moins de 12 ou à moins de 13, je rejette le dossier. Ne croyez pas trop ce qu'on voit sur les blogs ou sur les réseaux sociaux où on vous dit dans telle université, à moins de 15, rentre pas en Master 2, c'est pas possible. Bon, je suis assez dubitatif. En général, quand on a réussi ses examens, qu'on a réussi à décrocher une mention assez bien par-ci par-là, de temps en temps une bonne note, et puis qu'on a une cohérence dans son cursus, on y arrive hein, à rentrer en master. Hein. Ils sont faits pour ça, les masters. Nous, on a envie de vous faire rentrer et on a envie que vous puissiez accéder à nos formations. On a envie de délivrer des diplômes. Donc, non, il n'y a pas de moyenne. Alors, c'est vrai qu'après coup, après la sélection, une fois qu'on a fait tout ce travail, euh, on se dit, tiens, on va regarder, est-ce qu'il y a une moyenne? Bon, moi, je sais qu'à une époque, mais bon, maintenant, les choses sont tellement différentes, parce que maintenant, on sélectionne à la sortie de la troisième année. Mais à une époque, c'est vrai que j'avais tendance à dire que si on avait 11 et demi, on avait quand même déjà de sérieuses chances de rentrer en Master 2. Mais c'était l'époque de la sélection du Master 1 au Master 2. C'est fini. Et donc là, vous dire s'il y a des tendances générales, introspectivement, c'est difficile parce on n'a pas suffisamment de recul. Et puis je termine de répondre à ces questions. Euh, les stages, il n'est pas possible de faire des stages durant l'année de licence parce que vous avez des jobs étudiants souvent. Et puis la question, c'est est-ce que c'est pénalisant? Alors non, c'est pas pénalisant parce que enfin, moi, c'est ma vision. Elle est peut-être un peu rétrograde, je ne sais pas, mais moi, je me base sur les résultats académiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos choix d'options, les notes que vous avez obtenues, votre dossier en tant qu'étudiant. Euh, que vous soyez étudiant, je sais pas, vous arrivez du Cameroun, c'est très difficile de trouver un stage dans une étude notariale, par exemple, ou dans un cabinet avocat quand on ne connaît personne. Alors que c'est beaucoup plus facile, évidemment, quand on est bordelais de souche et qu'on a toujours vécu dans la région et qu'on a plein d'amis et qu'on est très bien implanté socialement. Euh, donc, non, je pense que, en revanche, pour l'avenir, en ce qui concerne le master DERS, qui est en alternance, qui suppose le recrutement, encore une fois, par une entreprise en deuxième année, euh, avoir eu quelques expériences professionnelles sur le CV, ça encourage les employeurs pour vous recruter. Mais ça peut très bien être des jobs étudiants, avoir travaillé dans un restaurant, avoir travaillé dans une usine, je sais pas, dans un élevage, dans une exploitation agricole, j'en sais rien. Ce qui compte, c'est ce que vous retirez de l'expérience, ce que ça vous a apporté, comment vous avez pu exprimer vos qualités, le bilan que vous en faites sur le plan humain, pour votre propre histoire, bien plus que des compétences en droit du travail que vous pourriez prétendre avoir acquises au cours de stages. Bon, c'est pas possible, si vous voulez. Quand vous êtes étudiant en première, deuxième, troisième année, vous n'avez, excusez-moi de le dire, mais vous n'avez pas la possibilité d'acquérir des compétences qui sont opérationnelles ensuite ou qui sont véritablement pertinentes et qui peuvent vraiment pousser votre dossier. Donc, non, moi, généralement, j'en tiens pas compte. Et je précise d'ailleurs que je ne tiens pas compte non plus des projets de stage parce que dans les candidatures, on a parfois des lettres écrites par telle ou telle personne, tel ou tel professionnel qui dit cet étudiant, je vous le recommande parce qu'il est très intéressant, il va venir faire un stage chez moi. Bon, très bien, c'est qu'un projet, ça, c'est pas quelque chose d'acquis. Donc pour toutes ces raisons, moi je suis sensible essentiellement au cursus universitaire. Je pense que c'est les critères objectifs sur lesquels je peux m'appuyer personnellement. Alors, je suis parfaitement d'accord, en accord avec ce que vient de dire Monsieur Petit. Je voudrais ajouter une seule chose. Je sais que nombre d'étudiants, par choix ou souvent par nécessité, travaillent pendant leurs études. Je dois vous dire que j'ai travaillé pendant toutes mes études, j'ai travaillé beaucoup pendant toutes mes études, et je suis particulièrement sensible à cela, ce qui se traduit par le fait qu'à dossier académique de même niveau, quelqu'un qui aura, pendant le temps de ses études, travaillé, pour moi, aura un mérite sans doute supérieur. Je dis bien à niveau académique identique, puisque là encore, comme François Petit, je considère qu'il
l'élément clé et décisif sont bien sûr vos résultats académiques. Accepterons-nous des étudiants d'AES comme chaque année? Nous acceptons dans tous les parcours de droit social des étudiants d'AES avec très grand plaisir et avec là aussi l'intérêt d'avoir une formation un peu différente et qui permet d'apporter des choses au groupe d'étudiants des promotions et sans aucune difficulté. Ce parcours est tout à fait destiné à pouvoir intégrer les masters de droit social. Absolument, les étudiants AES sont bienvenus et les entreprises en sont parfois assez friandes. Je pense notamment aux PME, aux entreprises qui proposent des postes un petit peu généralistes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, en sortant d'un master en droit social, on peut aussi être employé assez rapidement en entreprise après ses études à faire toutes sortes de choses, hein, y compris du droit commercial, des marchés publics, du contentieux, et parfois même certains évoluent vers des fonctions encore un petit peu différentes, de gestion, de comptabilité, etc. Donc, il y a des besoins dans les entreprises pour ça. Les juristes de droit social sont tout à fait pertinents pour remplir ces postes, mais réellement, hein, et donc il faut en profiter. Et je crois que tout le monde est le bienvenu, naturellement. Ah oui, la crise sanitaire, alors peut-être, oui, les notes et les moyennes générales qui chutent, bon, ben, on verra. Mais si c'est un phénomène général, bon, ben, je ne vois pas comment on pourrait considérer que ça va créer un déséquilibre au niveau de la sélection. Vous utilisez le terme de peur, vous dites pour la sélection, ça fait un peu peur. Bon, vous avez certainement raison, puis de toute façon, c'est ce que vous ressentez. C'est dommage, et je dois dire que enfin, nous sommes tous très très sensibles, hein, à un certain niveau d'angoisse que nous ressentons nous aussi pour nos étudiants. Euh, Bon, c'est très difficile de vous répondre là-dessus. À mon avis, ce qu'il faut, c'est communiquer, y compris communiquer avec les enseignants, les chargés TD, les professeurs. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et c'est comme ça, peut-être, qu'on arrive à trouver des solutions. Et puis, ensemble, on a moins peur. Plus de questions? Dans la salle, c'est sûr. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Bien, alors merci d'avoir assisté à cette présentation. Je le rappelle, 28 février, présentation des deux autres parcours de droit social. Merci François de t'être joint à nous malgré ta situation. Sébastien. Et puis, à très bientôt, l'année prochaine, j'espère, pour ceux d'entre vous qui seront pris en master droit social. Merci et au revoir. Bon courage.